Au printemps 1931, un régiment de tirailleurs africains quitte Fréjus et Saint-Raphaël, où il est caserné, pour participer à la grande exposition coloniale qui se tient à Vincennes. Ils font les plantons dans l'exposition, participent à des défilés militaires et à des parades folkloriques. À l'automne, ils y sont encore et sont réquisitionnés pour enregistrer des musiques indigènes. Un tirailleur dahoméen nommé Oussou dans les archives enregistre un chant, il tient la voix solo et le chœur reprend sur un rythme typique de la vallée de l'Ouémé. Il scande « Nous sommes des contraints aux travaux forcés, blancs, nous sommes contraints aux travaux forcés, je ne suis pas un prisonnier, nous sommes des contraints aux travaux forcés. » L'exposition coloniale internationale de Paris, qui se tient sur plusieurs mois en 1931, est une exposition de très grande envergure, la plus importante d'une série qui court de la fin du XIXe siècle jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Elle met en scène, à grand renfort de reconstitution et spectacle, la diversité culturelle des colonies françaises, dans un but de propagande. Il s'agit en quelque sorte de faire l'inventaire des possessions de l'Empire, de le faire admirer aux habitants de France métropolitaine et d'entretenir l'adhésion au projet colonial. Cela était aussi une occasion de vulgarisation de savoirs scientifiques sur les colonies, mais aussi une occasion de production de savoir. À l'occasion de cette exposition, à l'initiative de l'Institut de phonétique de Paris et du Musée de la parole et du geste, qui en dépend, est enregistrée une anthologie de chants, musiques et dialectes indigènes avec le soutien de la firme discographique Pathé. L'idée était de produire tout à la fois des documents pour la science linguistique et ethnomusicologique et des enregistrements commercialisables, notamment comme souvenir de l'exposition coloniale. Le Musée de la parole et du geste, qui s'est d'abord appelé Archives de la parole, est une entreprise inaugurée en 1911 et qui, dès le début, associe une institution de recherche, à savoir l'Institut phonétique de Paris, et la firme Pathé, qui fabrique et commercialise des phonographes tout à la fois capables d'enregistrer et écouter des enregistrements sonores. Les archives de la parole ont pris pour modèle des archives de ce type existant en Autriche et en Allemagne. Et le projet est, grâce à l'introduction du phonographe, qui révolutionne la façon dont on peut travailler sur les langues, de conserver et d'étudier des témoignages oraux de la langue parlée. La première grande enquête des archives de la parole a lieu dans les Ardennes en 1912, puis dans le Berry, avant d'ouvrir le champ d'investigation hors de France. Assez rapidement sont enregistrées conjointement langue et musique populaire. En 1931, la présence en France d'hommes et de femmes originaires des colonies sur le territoire français pendant plusieurs mois permet d'enregistrer de nombreuses langues et musiques inconnues en Europe, et ce, à moindre coût, sans se déplacer. C'est Philippe Stern, spécialiste d'art asiatique, à la tête de la section musicologique du Musée de la parole et du geste, également attaché au musée Guimet, dont il deviendra par la suite le directeur, qui dirige l'opération. Il est assisté par une femme, Maddy Humbert-Lavergne, musicienne, qui réalise concrètement les enregistrements. En tout, ce sont 368 enregistrements sonores de musique et parlers coloniaux qui sont réalisés, à partir desquels sont gravés 184 disques 78 tours, et l'Afrique est très largement représentée. Les individus qui ont été enregistrés et photographiés sont des chanteurs, des danseurs, des musiciens des colonies françaises d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, recrutés et amenés à l'exposition coloniale pour l'occasion,
La plupart sont des musiciens professionnels, mais parmi eux, il y a également des soldats africains casernés dans le camp de Saint-Maur, non loin de Vincennes, réquisitionnés pour l'occasion. Et parmi eux, Oussou, un tirailleur d'une vingtaine d'années, originaire du Dahomey, l'actuel Bénin, incorporé en 1930. Il enregistre 14 chants où il fait chaque fois la voix lead, ainsi qu'un court récit racontant une histoire de femme à marier qui se termine assez mal. Sa fiche militaire dit qu'il était pêcheur avant la guerre et il chante en langue fombée. Avec lui, il y a Daou, incorporé en même temps, de la même classe d'âge, né comme lui en 1910, et dont la fiche dit qu'il était blanchisseur. Il mène le lead sur 2 chansons, la flûte chante et le chœur reprend. Alors, pour l'instant, nous ne savons rien de plus de ces 2 musiciens. L'un, comme l'autre, était incorporé dans la même unité de tirailleurs sénégalais, le 4e régiment 10e compagnie. C'est leur numéro matricule retrouvé sur une note de papier qui a permis d'en apprendre un peu plus. J'imagine ces hommes qu'on a plantés devant le pavillon imposant d'un phonographe et à qui on a demandé de parler, de chanter. Quels souvenirs ont-ils fait remonter en fixant leur voix sur le cylindre qu'ont-ils choisi de dire en chantant? Ceux qui les ont enregistrés ne connaissaient pas les langues dans lesquelles Oussou et les autres ont adressé leurs chants. Philippe Stern y entendait des chansons populaires, des chants de travail, des berceuses. Mais sur un chant de travail, on peut tout aussi bien mettre des paroles de révolte qui contestent les travaux forcés. Tout à coup, en écoutant vraiment ce que ces hommes disaient, en traduisant, on fait surgir des voix qui n'ont jamais été entendues. Les paroles d'Oussou sont le point de départ d'une recherche-enquête et d'un projet de recherche-création que je mène avec Yewé Yeton, musicien béninois, chanteur, beatboxer. C'est autour du collectage, du rapport à l'archive et de ses remises en circulation que nous nous sommes rencontrés. Tout a vraiment commencé par un partage sur WhatsApp avec Yewé. Les fonds numérisés en ligne sont a priori à disposition de tous à l'échelle planétaire, mais il est très difficile d'arriver spontanément jusqu'aux enregistrements de 1931. La première étape de notre travail commun était d'écouter l'ensemble des enregistrements classés comme dahoméens, de lire en contrepoint les notices qui les référencent sur le site de la Bibliothèque nationale de France, ainsi que le catalogue tapuscrit qu'avait rédigé Madi Humbert-Lavergne sur cette campagne d'enregistrement. L'écoute a permis de redonner une épaisseur, sinon biographique, du moins sociale, aux chanteurs lead de la grande majorité de ces enregistrements dahoméens. Qui est Oussou, dont nous gardons la voix et le chant depuis 1931? Que nous raconte-t-il à travers ces chants lancés par-dessus le siècle? Au-delà de l'archive militaire partielle, l'écoute permet de retracer des éléments de socialisation à travers la langue et la musique performée. À partir de la façon dont il chante et de la langue dans laquelle il chante, une variété de goûts, on peut situer Oussou comme appartenant à la culture des Tofinous de la vallée de l'Ouémé. Et au vu des chants qu'il lance, il est possible qu'il ait été initié à certains cultes vaudous, dont il est dès lors le garant vis-à-vis des autres.
Et le premier morceau que nous avons écouté nous dit des choses sur lui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un rythme de chant pour accompagner la remontée des filets de pêche dans la zone côtière entre le Bénin et le Togo. Yewe Yeton connaît les rythmes que joue et chante Oussou, parce qu'il a été socialisé dans la même région, dans une famille de musiciens traditionnels. Il connaît et comprend également la variété de langues dans laquelle il chante. Travailler ensemble pour produire un savoir précis sur ces enregistrements, en croisant lecture des archives et écoute attentive, a été la première étape de notre recherche-création. Et il s'agit d'un travail vraiment conjoint, où l'expertise de musiciens permet d'éclairer l'archive. Il faut aussi trouver une position commune sur ce que créer à partir d'une archive veut dire, trouver une façon juste de le faire, attentive au contexte, à l'histoire. Et c'est là qu'arrive la proposition musicale de Yewe Yeton. Cette proposition a été d'incorporer l'archive au sens propre, de la réincarner, de chanter avec, et c'est ce que nous allons écouter maintenant. Merci.
le grand Yache, bechewe, bedo tota cheji wa hovode ubonzewe. Yewe no to pussy flopo do wizewe. Fibiza we keze de do same. We de beno edo. Yewe ken clean wa ina wa jije do beme. Do beme nou leve ou. Bon stropa wa flow fi rampi do beme. Mi se boa fi bunu kiko wa jije fun blame bi kwi do beme. Do beme nou do beme ya o bebe di vosi sa flame bi kwi si beme. Foma sa vo e ma info hoto to kanu. Vivido beme si isikito isakito sikito isakito sikito isakito sikito isakito sikito zambaya ndagano minimilo ogawae uno zambaya ndagano minimilo ohana Beto abono milo Yemonje iye umondi yenye kawaya Ohume uno zombaya Midagona mini pililo Midagona mini pililo Midagona mini bililo Midagona mini bililo Zema Midagona mini pililo, midagona mini pililo, Midagona mini pililo, midagona mini pililo, zema. Orana Orana omi la kumbeto abono milo nyemonje. Yemonje iye umondi emikawaya Okume uno zwambaya Santo me bari yoko ti Merci beaucoup. Le prochain, j'aimerais avoir votre participation. Je vous dirai quoi faire. C'est simple, Yeah, Francais tourne à Miguel, Dosigo, Boklaku, Bojima, Bobel, Boyikampe, Boyibeke, ouvert mettons la clipe, quand nous m'en Miguel, les légos, Miguel, quand les gamins, Miguel, Mito, Père, Miguel, Miguel, Bokta, Bototo, Miguel, quand les niais, Mito, Mignon, Père, Miguel, Missé. Mamino, Ramiga, Bouvumbo, Ramiga, Viva. Bolontomi, fait la lettre, nous quand tout nous quand. Ah, tiens! C'est que vie, mi veto, tout le monde dit tiens, vous dominez, mi veto, mi no plan, mi no vovo. Si le coco pas mi doué, ton coup pas mi doué, mi la gueule d'idée, la dormi no topo. Tout pour capo, non photo, gizi, mi le toto, mi gram, mi le toto. Tout passe son pot à toto, gizi, mi le toto. Mi no to, mi fait les dos, nous quand tout nous quand.
non remi ré pou non remi ré viva. Ah tiens. Le dernier, je laisserai Oussou nous pour clôturer la performance. Ode, Owi, Otan, Ene, Ebiro, Mira Tomwe, Maui, Budui, Otomitoki, we Mohotomito, Bo Papa, Bomiadu Papa, Enegudu, Ikatu, Yonui,
Boudouane, comment? Mina Pignon, Comita Jeton. Merci beaucoup. Alors Yéwé, je pense que ça serait bien que tu nous dises quelques mots sur la manière dont tu as travaillé ces morceaux, sachant que à chaque fois tu as fait des choix en fait esthétiques très différents en fait pour travailler à partir de l'archive. Peut-être tu peux raconter à partir d'une chanson ou deux, et puis on va aussi faire circuler voilà, dans le public. Merci beaucoup. Vous avez remarqué que je vais expliquer un peu la méthode. Cette archive sonore, quand j'ai été en contact avec, pour moi, c'est un patrimoine, c'est quelque chose qui m'appartient. Parce que, déjà, Oussou, avec les investigations, bizarrement, par l'effet de hasard, il s'est fait qu'on est des voisins de village.
Donc, au-delà du fait qu'il soit africain, du fait qu'il soit noir, du fait qu'il soit béninois, dahoméen, c'est au-delà de tout ça, il fait partie, on est de la même famille en fait. Donc, au-delà de tout ça, donc moi, j'ai abordé le travail en respectant l'archive en fait. J'ai pas voulu créer voilà, selon mes standards en tant que tel. J'ai voulu respecter, j'ai voulu comment, à la limite vénérer un peu l'œuvre de Oussou en fait. Donc j'ai commencé la première chanson, c'est Oussou qui m'introduit. Et non, en Afrique, c'est très important que dès que vous êtes ensemble avec les grands, on ne prend pas la parole n'importe comment. C'est le grand qui prend la parole et après, il peut distribuer la parole pour permettre aux autres de parler. Donc j'ai respecté ce principe-là. Oussou introduit, après, il me donne la parole et il termine. Donc c'est comme ça, c'est dans cet esprit, le premier morceau a été fait. Et après, je me suis permis de réinterpréter Oussou dans le second morceau, sans rien ajouter, à part une basse que vous allez écouter, et parfois une grosse caisse, et mes voix. Donc, j'ai resté fidèle à l'archive, à l'œuvre. Et voilà, donc en gros, ce sont les méthodes que j'ai utilisées. Soit il est là, et je chante avec lui, soit je réinterprète ce qu'il a chanté sans rien ajouter, juste des petites parties pour le rendre un peu plus moderne, un peu plus accessible, écoutable partout. Voilà un peu comment je travaille sur ce fonctionnement. Sinon, en tant que rappeur, je peux faire oui. Des scratch partout, par-ci, des grosses caisses claires, tac, tac, pour faire bouger un peu tout le monde, quoi. Mais bon, j'ai pas voulu faire ça. Merci. Alors peut-être qu'il y aura des questions, mais par exemple sur la deuxième chanson, Médéniwa, je crois que c'est la deuxième, la troisième. Alors sur la troisième chanson, Médéniwa, en fait, ce que tu fais, donc Médéniwa, c'est la seule chanson dont vous avez vu les paroles en fait qu'on a fait traduire. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait des contraintes à ces enregistrements, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des enregistrements qui sont de 3 minutes, qui sont faits dans un contexte de studio, voilà, où il fallait gérer le chanteur lead, les voix, un gros micro dans les années 30, etc. Et ce que tu m'as dit, c'est qu'en fait, dans cette chanson-là, ils ne font que chanter ce qui s'apparenterait à un refrain d'une chanson qui devrait être beaucoup plus longue si elle était développée. Et donc, ton choix, ça a été aussi d'écrire un texte que tu rappes par-dessus, qui d'une certaine manière te fait prendre la voix d'Oussou et développer aussi son expérience. Les deux derniers morceaux, traditionnellement, il y a, on énonce la chanson, il y a le chœur qui reprend, après on prend le temps de développer la chanson. Si c'est une histoire à raconter, on raconte, et après le chœur reprend. Mais ils n'ont pas eu cette chance-là parce qu'il fallait respecter il fallait respecter la durée de la bande qui est de 2 minutes 30 ou 3 minutes maximum. Donc si vous allez vers les archives, c'est la même chose qui est répétée plusieurs fois. Donc moi, je me suis posé la question, pourquoi? Parce que je sais que traditionnellement, il n'est pas allé au bout de la chanson. Donc du coup, je prends ce rôle-là. Comme moi, j'ai la largesse de faire comme je veux. Sur le Médéniwa, c'est un morceau qui dit on en a marre. En fait, on en a marre d'être pris comme des prisonniers alors qu'on est venu apporter, même si c'est forcé parfois, apporter notre soutien,
à la nation, à la mère patrie et tout. Mais on est venu dans le froid et tout ça, et vous nous traitez à la limite comme des animaux. Donc c'est ça il disait. Donc lui n'a pas eu la chance de décortiquer, donc moi je prends le relais, je porte cette responsabilité-là de dire dans mes tests que, déjà, vous nous avez utilisé chez nous contre les nôtres, même si on n'est pas de même tribu et tout. Il y a eu cette histoire-là où on recrute certains dans d'autres ethnies qui sont protagonistes entre eux et tout, et pour pouvoir faire le combat sur place. Et il y en a ceux-là qui ont été ramenés ici en France pour combattre, pour faire les premières, deuxième guerres et tout ça. Donc ceux qui, croyant participer à cette armée-là et tout, qui ont été volontaires, ils ont espéré être libérés, parce que au premier c'était des anciens esclaves, bref, après l'abolition de l'esclavage, et le second, pour la Seconde Guerre mondiale, ce sont des recrutés, et aussi on a berné pour dire vous aurez de l'argent, vous aurez la nationalité française et tout. Et au final, ils se retrouvent prisonniers ici en France. Et certains ont même peur de retourner là-bas, parce que là-bas, ils ont servi à tuer les leurs. Donc ils se retrouvent entre deux feux et tout. Donc moi je le dis dans la chanson, vous nous avez promis la liberté, vous nous avez promis l'argent, vous ne respectez aucun de tout ça, de votre promesse. Au-delà de ça, certains parmi nous qui ont osé réclamer, vous les avez massacrés. Moi je me donne cette responsabilité-là de restituer ces vérités-là dans mes tests. Dans les 2 dernières chansons, c'est comme ça, c'est pourquoi eux ils sont au refrain et moi je fais le beat boss quoi. En fait tout ça. Donc voilà un peu ce qui a été pour répondre à ta question, Cécile. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui voudraient poser des questions, demander des précisions. Le tout dernier morceau où tu laisses vraiment la voix. En fait, c'est un montage en fait, entre un récit oral qui est un récit porté par Moussou, et un morceau à la flûte qui est porté par Daou, l'autre musicien. Tu as monté en fait un récit de mariage avec un chant de mariage. Est-ce qu'on sait s'ils ont été écoutés, ces disques à l'époque? Alors, ça c'est... Juste entreposé. Ça c'est une question pour la... en tout cas, ils n'ont pas servi à ce pourquoi ils avaient été pensés. Donc ils n'ont pas servi à faire des disques souvenirs de l'exposition coloniale. Il y a des disques souvenirs de l'exposition coloniale qui ont été faits, mais en fait avec des enregistrements professionnels qui n'avaient rien à voir avec l'exposition. Enfin voilà, qui n'avaient rien à voir avec l'exposition coloniale. Donc ça c'est une première chose. Ils n'ont pas servi pour ce à quoi les destinaient en fait les linguistes, c'est-à-dire à faire de la description linguistique. C'est-à-dire ils n'ont jamais été transcrits, traduits, écoutés dans cette... voilà, ils ont été archivés, stockés en fait. Mais par contre, ils ont été écoutés au Musée de l'Homme dans le cadre de samedis d'écoute, de conférences musicales en fait, donc dans les années 30 en fait. Donc ils ont plutôt un devenir en fait ethnomusicologique, et la femme qui a enregistré les a utilisés justement pour des conférences musicales d'écoute à faire écouter. Oui, merci beaucoup. J'ai 2 petites questions, mais toutes simples. La première, elle concerne en fait le sens
bon, Medemiwa, on a à peu près, on s'est traduit, mais qu'est-ce que racontent les autres alors, un récit de Alors, mariage? tu peux peut-être raconter ce que raconte Kéké, parce que c'est une chanson populaire. Le morceau Kéké veut premier. dire, littéralement veut dire, Kéké c'est un prénom. Kéké a acheté une moto et ça suscite de la convoitise, de la jalousie auprès des voisins. Maintenant, Oussou disait que Kéké vient juste d'acheter une moto et ça suscite déjà de la jalousie. Mais s'il arrivait à acheter un avion, qu'est-ce qui allait passer en fait? Qu'est-ce qui allait se passer? Comment vous vous comporteriez? Donc alors, c'est comme s'il est en train de dire, ben, lâchez le gars, quoi, fais sa vie un peu. Et le morceau... Soit à 20 ans, enfin quand même. C'est aussi des chansons populaires. Exactement. Voilà. Le morceau Medemiwa, on l'a dit. Midagba, le deuxième morceau, veut dire faites vos bagages pour qu'on aille. Parce que la pirogue ne bouge pas vite ou ne bouge pas tout seul. Ne part pas vite ou ne part pas tout seul. Ça veut dire, c'est un morceau qui galvanise au fait. Voilà, qui dit, bon, allez, allons de l'avant et tout. Donc, et on a Medemiwa, il y a le morceau. Et c'est ce morceau-là, dans l'idée, enfin, l'imaginaire qu'on a autour de ce morceau-là, c'est aussi que c'est possible. Enfin, les tirailleurs chantaient, en fait. Enfin, je veux dire, aussi en Europe, etc., pour se donner du courage dans ce qu'ils avaient à vivre. Et c'est aussi pour ça que tu avais envie de choisir ce morceau-là. C'est un morceau qui permet de se donner du courage, quoi. Exactement. Et le morceau Dolo, justement, racontait ce que je viens d'expliquer. Oussou disait la percussion fait un proverbe. Et ce proverbe-là, Ouessou vient écouter le proverbe que la percussion est en train de faire. Tu vois, littéralement, hein, il dit ça. Et le chœur dit, depuis cette partie, depuis que Ouessou est de retour, ça suscite de la haine. Donc, moi, là, c'est vraiment une réappropriation que j'ai faite parce que je me suis dit, si il fait cette chanson-là, c'est pour exprimer, selon mon entendement, ce que j'ai compris, c'est pour exprimer le fait qu'ils ne sont plus acceptés en France et de retour chez eux, ils sont vus comme des ennemis aussi. Donc ça, c'est le morceau Dolo. Donc, et je l'ai dit, il se retrouve comme une chauve-souris. Une chauve-souris qui n'est pas un oiseau en tant que tel et qui n'est pas encore un rat. Donc, ils ne sont pas français, ils ne sont pas, bien vus aussi chez eux. Donc, c'est cet état de choses qu'il a exprimé et je me suis permis d'approfondir ça sur ce morceau. Et le dernier qui est un montage, le récit raconte une aventure de jeunes qui sont allés dans un autre village, ils ont quitté leur village pour aller dans un autre village pour aller chercher une femme. Parce que l'un de leurs amis leur a dit, ah, j'ai trouvé une fille qui a accepté de sortir avec moi. Donc allons rencontrer les parents de la fille et ramener la fille. Alors que la fille en question était déjà mariée. Donc eux, ils ne savent pas, ils se savent bien. Et ils ont mangé du canard et boire du solabi. Ils sont allés là-bas. Donc le mari les attendait, quoi. avec ses gars et tout. Et là, ça a été de la bagarre et l'un d'entre eux a été poignardé. Donc, et c'est la débandade, ils sont revenus et ils ont
parler de l'affaire au chef de village qui a convoqué et finalement et tout. La morale, c'est dit que si tu veux sortir avec une fille, vérifie d'abord si ce qu'elle te dit, c'est une vérité ou pas, ou si elle n'a pas encore un prétendant ou être mariée et tout, avant d'amener tes copains pour aller faire la connaissance là-bas. C'est aussi une histoire de jeune homme, et on n'est pas... on peut aussi penser que Moussou qui s'engage à 20 ans laisse derrière lui, fuit aussi des histoires. Voilà. Donc voilà un peu. Et le chant, parce qu'il y a le récit, et puis il y a le refrain derrière. Le refrain, c'est une chanson populaire qu'on utilise pour les dots et les mariages dans le pays Yoruba. Donc voilà un peu, j'ai fait juste un montage des deux. Et je l'ai accompagné par la percussion et je finis avec le séquel. Merci beaucoup. Alors, une toute petite, mais concernant la langue, est-ce que la langue, donc c'est du fongbe, c'est ça? Et c'est la même? Est-ce que c'est une langue qui a vieilli? Est-ce que c'est archaïsant? Je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte. Toutes les langues qui sont parlées, que ce soit par Oussou et par moi, sont toujours d'actualité. On les utilise tout le temps. Toujours, ouais. Ok, ça n'a pas vieilli? Non, pas du tout. Justement, c'est pour ça que moi j'ai tout de suite compris tout ce qu'il racontait en fait. Ouais. C'est du goût en fait, c'est proche du fond, c'est ça. Hein. Ouais, c'est la langue de la vallée de l'Uémé. Et il y a certains morceaux qui sont en Yoruba aussi. Mais moi j'ai écrit mes textes enfants, donc c'est le mélange des trois qui fait la création. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Merci pour la performance et le travail. J'avais une question pour vous, c'est ces réinterprétations et ces morceaux, vous voulez les emmener où? Enfin, ça veut dire quoi pour votre carrière en tant que musicien, et où est-ce que vous voulez les jouer, ou vous voulez les amener où justement? C'est votre travail, quoi. Ben, où vous m'invitez, je serai. On sera là. Parce que en fait, moi je suis passionné par mon histoire, par cette histoire et tout. Parce qu'à côté de ça, j'ai un autre projet qui est beaucoup plus hip-hop, hip-hop, musique traditionnelle, et guitare et tout ça, rock et tout ça qui est derrière. Je profite pour faire la publicité. J'ai sorti mon premier album qui s'appelle Loco, L-O-K-O. Vous pouvez aller chercher partout et tout et faire-moi des retours là-dessus. Donc il y a ça, mais je suis vraiment, j'aime ce que je fais là actuellement et j'adore ça quand on m'invite. La finalité c'est de sortir un EP, mettre ça à disposition et aller faire une restitution dans le village, dans la famille de Oussou. Et il y a un podcast aussi qui va sortir, qui raconte toutes ces histoires-là. Donc voilà, si on vous invite, on viendra raconter l'histoire où que vous voulez. Mais pas dans les boîtes de nuit, parce que je ne suis pas sûr que ça va passer là. Ça ne va pas passer. Merci. Mais l'idée aussi, effectivement, enfin, si c'était la question... Alors, il y a deux choses, hein. C'est à la fois... ton intérêt aussi pour les musiques traditionnelles, la découverte de ce que c'est que travailler aussi avec des archives, etc., qui t'intéresse. Il y a l'idée d'aller présenter ça effectivement au Bénin, enfin je veux dire, pas que dans des musées d'ethnographie en Europe, en fait. Voilà. Même si on est très content, c'était pas ça, faut pas Merci. les prendre. Merci, c'est bon. Merci. Et que sont devenus Moussou et les quelques autres, on sait ce que... Alors, S'ils sont rentrés dans le village après s'ils ont alors une carrière. moi j'ai juste le registre militaire de deux
Donc Oussou et Daou, c'est pour ça que je les ai nommés, parce que j'ai leur registre militaire. Dans le registre militaire, j'ai la fin de leur incorporation. En fait, ils vont faire quasiment 10 ans dans l'armée. Ils sont réincorporés au moment de la Seconde Guerre mondiale et ils rentrent après la Seconde Guerre mondiale, en fait, tous les deux. Et après, j'ai pas de. Voilà. Après, il y a une autre enquête à faire que j'ai pas faite. C'était déjà très chanceux de retrouver les papiers militaires de ces deux personnes, et c'est vraiment un hasard dans les archives en fait, qui accompagnent les enregistrements. C'est qu'il y a un petit bout de papier sur lequel sont notés aujourd'hui les Dahoméens, et puis c'est noté la liste avec ces deux noms et leur registre matricule. À partir du registre matricule, j'ai pu trouver leurs papiers militaires. On n'a que des patronymes. Oussou c'est un patronyme, Daou c'est un patronyme. Voilà. Dans beaucoup de cas, en fait, les personnes enregistrées ne sont même pas nommées, en fait, ou sont nommées de manière fautive. On n'a pas parlé non plus de toutes les erreurs qu'il y a dans le référencement en fait, des enregistrements. Voilà. Vous connaissez le village Vous connaissez le village Et du coup, dans les papiers, dans le registre, il y a son village d'origine, et c'était concordant avec ce que pensait en fait Yéwé à l'écoute des musiques de la langue, c'est complètement concordant. On ira vérifier s'ils sont encore en vie, s'ils ont fait des enfants. On y va en novembre. En On y novembre va en prochain. novembre. Les 31, c'est pas si vieux en fait. Donc, enfin, c'est pas si vieux. Enfin, on peut trouver des défenses. Allez, non, mais j'ai travaillé sur des tirailleurs de la guerre de 14 et c'est vraiment plus compliqué. Oui, merci. Je vais juste poser une question, peut-être deux. La première, en fait, c'est est-ce qu'ils étaient polyglottes? Parce qu'apparemment, ils étaient polyglottes et ils chantent en combien de langues? Et comment est-ce qu'on peut comprendre le fait qu'ils soient polyglottes? Et l'autre question, c'est quelle est en fait la place de ces musiques-là, de ces chansons dans le répertoire? J'ai juste oublié le nom, mais quelle est la place de ces chansons dans le répertoire? C'est-à-dire que est-ce que ce qu'ils ont chanté là, c'est peut-être, en fait, comment on peut dire ça, c'est vraiment ce qui est représentatif de ce répertoire? Qu'est-ce que ça dit du répertoire musical? Bon, en sachant par exemple que les jeunes ne chantaient pas forcément les mêmes choses que les anciens, les hommes ne chantent pas la même chose que les femmes, mais comment on peut comprendre en fait ce répertoire par rapport, en fait, ces musiques par rapport au répertoire général de ce peuple? Déjà, parlons des langues, sans faire abus de... Voilà, je pense que la plupart des... Je vais parler de ce que je connais, des Béninois comprennent minimum 2 langues. S'ils sont du Sud, ils comprennent minimum 2 langues du Sud, en fait. Minimum. Que parler bien parler les deux. Il y en a qui vont même au-delà de ça, ils comprennent tout ce qui... Parce qu'il y a des familles de langues aussi. Il y a tout ce qui est langue B qui sont intercompréhensibles, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui permet à ce que, par exemple, il a chanté en gong, mais son gong qu'il a utilisé, pourquoi moi j'ai deviné sans qu'on le fouille qu'il est de mon village ou de pas très loin. C'est parce que le type de gong qu'il parle est de mon village. Mais quand tu quittes ce village-là et les villages aux alentours et que tu viens dans la ville, c'est carrément autre chose. Alors qu'on est du même département, on est de la même vallée qui est la vallée de l'Ouémé. Et quand tu vas 10 minutes après ou quelques villages après, tu vas trouver les Aïzor et tout. Donc ça fait que il y a beaucoup de langues, mais qui sont interconnectées d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont chanté en Gong, ils ont chanté en Yoruba, et il y a certains qui sont même en Aïzor aussi. Mais tout ce peuple-là, ce sont des peuples de la vallée de l'Ouémé qui quittent la mer jusqu'à la limite du pays Yoruba qu'on appelle Kétou, Sakété et tout ça. Donc
sud-est du Bénin, voilà un peu. Et parlant de répertoire, moi je peux parler que des rythmes. C'est vrai, il y a des chansons qu'ils ont chantées qui sont des chansons de rituel et des chansons de mariage, comme je dis. Oni Yege, c'est toujours une chanson qui est chantée jusqu'à aujourd'hui pour les dots. En Péri-Yoruba, forcément, on chante ça. Donc il y a ces chansons-là, mais il y a aussi des chansons qu'ils ont eux-mêmes, qu'il a lui-même composées sur place, quoi, ou qu'il a eu déjà entendu chanter au village et tout ça. Donc, et dans le répertoire aujourd'hui, à part les chansons rituelles et les chansons de mariage, des trucs spécifiques et tout le reste, tu vois, c'est pas utilisé, quoi. Après, peut-être précise sur la question, parce que toi tu es parti des rythmes. Ce que tu reconnais d'abord, c'est les rythmes. Ouais, c'est les rythmes d'abord que je reconnais, parce qu'ils ont fait plusieurs rythmes. Il y a le rythme Kaka, le rythme Djegbe. Le rythme Kaka, par exemple, c'est un rythme qui accompagne le culte Zambétor et tout. Donc, tous ces rythmes-là existent encore. Djegbe existe toujours. Il y a du Abadja, ça existe toujours. Il y a toujours ces rythmes-là sont toujours d'actualité. Il y en a très peu qui sont, sauf des rythmes créés par un artiste et tout, il est précurseur de ça. Quand il meurt avec. Mais sinon, des rythmes sacrés ou demeurent toujours. Merci. Moi, c'est une petite question pour Cécile. Et du coup, parce que après vous avoir entendu, je me dis ça doit complètement changer ta manière d'écrire cette histoire-là. Donc, mais pas du tout. En fait, je pourrais pas écrire cette histoire-là du tout sans ce travail-là à deux. Enfin, pas, en tout cas, oui, pas de cette manière-là, en tout cas. Voilà. Enfin, vous avez vu, si j'écris cette histoire-là que avec, par exemple, les sources militaires, bah, je raconte pas grand-chose en fait. Et c'est vrai que ce qu'apporte l'écoute dit des choses en fait, aussi sur ces hommes qui ont été incarcérés. Il y a d'autres types d'écoute qui nous racontent d'autres choses. Mais je pense à ça parce qu'on a fait une séance d'écoute des disques originaux d'époque à la BNF. Et que tout d'un coup, en écoutant en fait les disques, donc beaucoup plus d'épaisseur en fait, tout d'un coup, on a pu quasiment visualiser la situation de prise de son en fait. Et là, ça devenait assez fort en fait, parce que c'est aussi des choses qui m'intéressent de pouvoir comprendre en fait. C'est des situations assez contraintes. On a parlé des 3 minutes. Enfin voilà, qu'est-ce que ça fait de devoir faire un chant qui normalement se déploie sur un quart d'heure, etc., en 3 minutes. Et sur un des disques, à un moment donné, à l'écoute, on les a entendus danser. Ouais. Parce que ce qu'on ne pouvait pas du tout percevoir, en fait, la numérisation c'est super, mais en fait ça écrase des trucs, en fait. Et du coup, voilà, ça pareil, ça a changé. Je pense qu'il y a encore des choses, en fait, à investiguer à l'écoute, en fait. Sachant que moi je suis pas ethnomusicologue, je suis pas musicologue du tout d'ailleurs, en fait c'est pas ça. C'est vraiment. Enfin pour la partie musicale, c'est vraiment. Et moi c'est faire une sorte d'histoire sociale de cette chose-là en fait. Mais après c'est. Enfin voilà, de travailler ensemble, puis surtout de voir. Enfin voilà, je trouve que. Bon, moi, je suis très admirative de la proposition musicale de Diego et Béton. Je trouve très juste. Merci beaucoup. Une chose, est-ce qu'au Bénin, il y a des chercheurs, des Béninois, qui font ce genre de travail? Ou est-ce que vous êtes obligé de passer par l'Europe avec un prisme blanc?
Très belle question. C'est juste au cœur du sujet. Ouais. Aujourd'hui, dans les nouvelles manières de penser les choses, de penser le nord et le sud. Juste pour l'histoire, moi, quand j'ai voulu lancer ma carrière solo, d'abord, je suis un amoureux de ma tradition, de tout ce qui est rythme traditionnel chez moi. Donc, j'avais voulu utiliser les rythmes pas les chansons, mais les rythmes de chez moi. Tu vas sampler pour créer mon projet solo, mais j'ai pas trouvé de traces du tout. J'ai rien trouvé au Bénin, même sur internet et tout, quand j'ai cherché et tout, franchement. Donc c'est ici c'est Cécile qui me fait découvrir un truc comme ça. Donc ça veut dire que nous-mêmes on a nos trucs, notre richesse et ce qu'on a et tout. Je ne sais pas si c'est pas comme c'est beaucoup et tout, c'est devenu banal en fait. C'est devenu banal. À mon avis, en fait, parce qu'il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a rien. À part c'est ici que moi j'entends Madeleine qui m'a fait écouter des choses, je lui dis, ben attends, tu vois. Donc ça fait que, bon, du coup j'essaye de faire au mieux moi aussi, d'enregistrer, parce qu'il y a des rythmes dont les précurseurs meurent avec, mais des rythmes vraiment malades, quoi. Il y a un rythme qu'on appelle Gansou, qui est joué par un vieux dans Agoni. Il est décédé avec. J'avais un programme de l'enregistrer au moins et tout. Mais lui, par exemple, il y a des morceaux, mais c'est pas que des morceaux. Il faut sauvegarder les rythmes, parler de son histoire, des quantités. Donc il n'y a pas ce boulot-là qui a été fait. Peut-être que c'est, sinon, ou bien par ces activités-là et tout, ça peut susciter un peu des vocations, des idées au niveau des chercheurs et tout. Dans ce sens-là. Même nos langues, on a des difficultés à travailler sur nos langues, quoi. Il y en a à peu près 56 au Bénin. Ouais. 60. 60, voilà, 60. Au Cotonou, il n'y a pas vraiment de lieu où on peut faire des recherches. Ah non, ici. non. Il y a notre archive là, je ne sais pas, à Porte-Novo, mais quand tu vas là, je ne sais pas comment ça se présente. On a un problème avec tout ce qui est patrimoine au Bénin. Précisément au Bénin, on a un gros souci et avec l'avènement de notre tout ça là c'est encore pire, quoi. On préfère casser et reconstruire autre chose, bling bling et tout. Alors, moi ça me fonde le cœur, mais j'ai pas le choix. Après c'est aussi une question sur qu'est-ce qu'on fait comme en tant que chercheur en Europe. C'est vrai qu'on a accès facilement à certains types d'archives. Il y a des formes de dialogue et de transactions à construire qui vont à tout le monde, en fait. Voilà. Où on s'y retrouve chacun, en fait. Et je pense que c'est fabriquer ce type de dialogue qui convient à toutes les parties, en fait, qui se... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Je n'ai pas du tout hésité une seule minute. Mais de la même façon que j'estime que c'est une grande chance pour moi. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Merci. Merci. Merci tout le monde. Ceux qui veulent nous inviter, on est disponible.